Bien, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous avons deux exposés sur les rapports entre sinologie et histoire des sciences. Et je pense que nous pourrions appliquer le même principe que pour les éléments de la grammaire chinoise, c'est-à-dire donc avoir les deux exposés à la suite et donc les questions adressées à nos deux intervenants après. Donc nous accueillons Karine Chemla, que on ne présente plus, directrice de recherche au CNRS, qui va nous parler donc de l'histoire des sciences dans la sinologie des débuts du XIXe siècle, où l'on retrouve bio, le nom de bio, les bio, père et fils. Nous n'allons pas retrouver que le nom de bio. Mais avant de commencer, c'est un grand plaisir de pouvoir remercier Pierre-Étienne Ville, Sophie Bosser, Xie Xinzhe et les traducteurs auxquels je pense et qui font un travail formidable. Je voudrais aussi remercier Anne pour les mots d'introduction. Stanislas Julien avait succédé en 1832 à Jean-Paul Abel Rémusat à la chaire... Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre. Merci. À la chaire de langue et de littérature chinoise et tartare mandchou du Collège de France. Et il occupa cette position jusqu'à sa mort en 1873. Lorsque, 2 ans avant de disparaître, il voulut répondre de l'accusation de n'avoir eu que des élèves passagers, il se défendit en avançant 2 noms, celui d'Antoine Bazin, puis celui d'Édouard Biot. C'est pour l'essentiel à ce dernier que je m'intéresserai ici. De l'œuvre d'Édouard Biot, Julien retenait pour l'occasion la traduction du Zhou Li, du rite des Zhou, que son père, le scientifique Jean-Baptiste Biot, avait préparé pour une publication à titre posthume en 1851. Julien retenait également le dictionnaire des noms de villes de la Chine du 1er, du 2e et 3e ordre, ainsi que, je cite, de nombreux mémoires littéraires et scientifiques qui lui ont ouvert les portes de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Fin de citation. Édouard Biot avait en effet été élu membre de cette académie en 1847. Mon intérêt pour ce sinologue dont la biographie a paru à plus d'un historien indissociable de celle de son père Jean-Baptiste fut éveillé par les écrits qu'il consacra, et ils étaient les premiers du genre, aux mathématiques et à l'astronomie de la Chine ancienne. Nous venons d'en entendre parler. Je redis très rapidement que Édouard Biot publia en effet 2 articles sur un ouvrage de mathématiques de la fin des Ming, de Xuanfa Tongzong, dont il rendait le titre comme traité complet de l'art de compter et qu'il considérait comme, je cite, « jusqu'ici, le seul traité un peu étendu qui se présente comme l'œuvre des Chinois mêmes, de manière à nous permettre d'apprécier le degré réel de leurs notions mathématiques. » Fin de citation. Édouard Biot proposa également en 1841 une traduction de l'ouvrage le plus ancien d'astronomie mathématique à avoir été transmis en Chine par la tradition écrite, le Gnomon des Zhou. Ces travaux du sinologue s'insèrent dans un mouvement plus large qui voit les débuts en France au XIXe siècle d'un intérêt érudit envers l'histoire des sciences anciennes et tout particulièrement envers les savoirs de l'Égypte, de l'Inde et de la Chine. Jean-Baptiste Biot, le père, compte précisément, après Jean-Baptiste Delambre, dont nous avons parlé, avec Michel Chasles, parmi les représentants les plus éminents de ce courant. J'ai pour projet plus général de comprendre en contexte le rôle joué par l'histoire des sciences dans la formation au XIXe siècle d'idées sur ce qu'on appelait alors volontiers l'Orient. C'est tout naturellement que les Biot, père et fils, ont, dans ce contexte, retenu mon attention. En effet, à première vue,
Ils semblent, en la matière, comme en d'autres, inséparables l'un de l'autre. Le premier des deux articles qu'Édouard Biot consacre au Xuanfa-Tongzong de Zhang Dawei, un article qui date de 1835, c'est-à-dire précisément l'année où il commence à publier des écrits sur la Chine, ce premier article paraît comme note, sans titre, en annexe d'un article de son père. Quant à la traduction du Gnomon d'Ezhou, elle fait, peu après sa parution, l'objet d'une note supplémentaire par laquelle Édouard Biot rectifie et complète son commentaire sur l'ouvrage suite à des discussions avec son père. C'est encore son père, nous l'avons dit, qui achève la publication de la traduction du Zhou-li, partiellement à l'état de manuscrit, à l'heure où la mort terrasse Édouard. Le père y signale en fin d'introduction plusieurs de ses propres publications sur l'astronomie chinoise dans les livraisons de 1839 et 1840 du Journal des savants. Et le même père poursuivra ses recherches sur le sujet. C'est dire, je crois, l'étroitesse des liens qui unissent père et fils en la matière. Pourtant, l'évocation que donne Stanislas Julien des travaux de son disciple en témoigne. Les recherches d'Édouard Biot sur la Chine ont très largement dépassé le cadre strict de la seule histoire des sciences. Or, si l'on embrasse l'ensemble de son œuvre, l'ombre du père s'estompe et le profil scientifique du sinologue Édouard émerge de façon saisissante. Et c'est plutôt à l'esquisse de ce spécialiste de la Chine que je souhaiterais m'attacher ici, à titre de préalable, à une étude plus focalisée sur les recherches des Biot père et fils en matière d'histoire des sciences en Chine. Mon objectif sera, à travers ce cas d'étude, de saisir ce qu'est un orientaliste dans le contexte où Édouard Biot opère. Je retracerai les grandes lignes de son parcours dans la mesure où elles éclaireront la manière dont il a travaillé sur la Chine. Puis, je me demanderai sur la base de quelles données Édouard Biot élabore un savoir sur la Chine. Dans un troisième temps, je me tournerai vers le style d'enquête qu'illustre le sinologue Édouard Biot. La description de ces modes de raisonnement nous permettra alors de constater que son intérêt pour l'histoire des sciences n'est pas isolé de l'ensemble de son œuvre. Au contraire, les éléments de savoir qu'il élabore sur les sciences en Chine entretiennent des liens forts avec ses autres travaux, fournissant plus généralement des matériaux essentiels à sa démarche. Quelques mots donc, pour commencer, de la biographie d'Édouard Biot. Né fils unique au sein d'une famille richement dotée en scientifiques notables, étroitement liée à l'école polytechnique, à commencer par son propre père Jean-Baptiste, Édouard se tourna vers des études, entre autres, scientifiques. Malgré une réussite au concours d'entrée en 1822, il choisit de ne pas intégrer l'école polytechnique et poursuit sa formation en sciences. Après avoir accompagné son père lors de missions scientifiques, il embarque pour l'Angleterre afin de se préparer à une carrière dans les chemins de fer. C'est en 1825 que se dessine, grâce à l'entremise de son oncle Barnabé Brisson, professeur à l'école polytechnique, et de son père, les linéaments d'une société qui associa Édouard au frère Seguin et qui œuvra à la construction de la ligne de chemin de fer entre Lyon et Saint-Étienne. 2 publications marquent cette étape de sa vie. Édouard Biot compose, à l'intention des investisseurs comme des ingénieurs, un manuel du constructeur de chemin de fer. L'ouvrage qui paraît en 1834 le montre très au fait des tout derniers perfectionnements développés en Angleterre et il y développe une comparaison entre les différents moyens de communication, en particulier canaux et chemins de fer, comparaison sur laquelle nous reviendrons.
Sur le terrain du chemin de fer, une fois la ligne Lyon-Saint-Étienne construite et mise en exploitation, Édouard Biot est en 1833 définitivement écarté de la direction de la Société du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon. C'est alors, semble-t-il, qu'il choisit de se tourner vers l'étude du chinois, une nouvelle formation qu'il entreprend sous la direction de Stanislas Julien, qui, titulaire depuis 1832 de la chaire du Collège de France, était donc collègue de son père et dispensait le seul enseignement accessible dans la capitale et au-delà. Dès 1835, les publications d'Édouard portent pour l'essentiel sur la Chine. Dans la notice qu'il rédige sur ses travaux, semble-t-il, à 2 reprises, en 1842 puis en 1847, précisément l'année où il est élu membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il en propose une classification en 3 grandes catégories. Sous la rubrique « Histoire et économie sociale des Chinois », Édouard Biot range des travaux ayant trait à une évaluation de la population ou des terres en Chine, au type de travailleurs de bas statut, à la propriété terrienne, aux impôts ou encore au système monétaire, tout thème qu'il aborde dans la longue durée. Il y fait également figurer des publications portant sur l'histoire ancienne, ainsi que le livre tout juste paru sur l'instruction publique en Chine. La seconde catégorie de travaux qu'Édouard Biot rassemble porte sur la géographie chinoise. Il y traite de multiples aspects du territoire chinois. Point de partage entre les bassins des grands fleuves de Chine, montagnes et cavernes, anciennes températures, tremblements de terre, déplacement du cours inférieur du fleuve jaune, extension progressive des côtes orientales de la Chine et j'en passe. Là encore, il aborde en général ces sujets dans la longue durée. C'est à cet ensemble qu'il rattache l'outil de travail qu'il a achevé en 1842 et que Stanislas Julien mettait en avant, comme nous l'avons vu plus haut, ce dictionnaire des noms anciens et modernes des villes et arrondissements de l'Empire chinois. La troisième rubrique, documents scientifiques et industriels relatifs à la Chine, regroupe les travaux d'histoire des sciences que nous venons d'évoquer avec une publication relative aux techniques qui est liée à celle de Julien sur le Tiangong-Créou et des écrits sur le géomagnétisme et la minéralogie de la Chine. C'est là que Biot classe l'ensemble des relevés systématiques qu'il a effectués dans des ouvrages chinois et qui fournissent aux astronomes de son temps de longues listes d'observations chinoises de divers phénomènes célestes. Mon collègue Han Xi en a parlé. Les travaux ultérieurs à 1847 sont absents de cette notice, à commencer par la traduction du rite des Zhou. Nous aurons l'occasion, dans un moment, de mentionner quelques-uns de ces autres travaux. Mais la question que je souhaiterais poser, une fois ce panorama de ces écrits effectués, c'est qu'est-ce que la Chine pour Édouard Biot ? Il intervient, nous l'avons vu, dans des domaines très variés, y compris sur la géographie de la Chine. Or, il n'aura jamais mis les pieds en Chine. S'il étudie par exemple les tremblements de terre en Chine, c'est strictement sur le papier. S'exclamant devant l'Académie des sciences en 1839 à propos des conclusions qu'il vient de présenter, j'ai la conviction que ces considérations seront confirmées par l'étude géologique des localités lorsque la Chine ne sera plus rigoureusement fermée aux recherches scientifiques des Européens. Fin de la citation. Dans les mêmes mois, un autre travail géographique consacré aux montagnes et aux cavernes en Chine lui fournit l'occasion de comparer ses propres explorations à celles d'hommes qui sont sur le terrain, des missionnaires, et cette comparaison est extrêmement révélatrice. Je cite : « Tels sont les principaux renseignements que l'on peut extraire des diverses parties de la section Shanchuan
des géographies chinoises. Plusieurs me semblent assez curieux pour mériter d'être vérifiés par les Européens qui pourront étudier la Chine sur son sol même. Ce serait là un voyage d'observation bien autrement intéressant que celui que je viens de tenter en parcourant les livres de la Bibliothèque royale. Mais jusqu'à ce jour, il est beaucoup plus périlleux. Fin de la citation. Édouard Biot en est conscient tout en le déplorant. Il voyage à travers les écrits. Pour mieux appréhender son travail, la question se pose donc de comprendre comment la Chine se matérialise pour ce sinologue qui œuvre en cabinet. À quelle source d'informations a-t-il accès? De quelles connaissances dispose-t-il? Comment élabore-t-il ces données? Ces questions, pour passionnantes qu'elles soient, ne pourront ici qu'être effleurées. Les travaux des missionnaires occupent une place importante dans ses recherches, tout d'abord à titre de source. Il évoque des missionnaires sur le terrain à l'époque même où il écrit. Il s'appuie sur les premiers missionnaires à avoir publié. Par exemple, il cite abondamment l'Atlas sinensis du père Martino Martini. Plus près de lui, les écrits d'Amiot et surtout de Gobill sont des sources omniprésentes. Les documents chinois qu'ils ont rassemblés, réunis, traduits, les données qu'ils ont prélevées dans les sources produites dans l'Empire du Milieu sont essentielles au travail de Biot. Il y a cependant recours avec un œil critique. Les missionnaires ont par ailleurs constitué des outils de travail qui seront particulièrement utiles à Édouard Biot. Il aura par exemple à s'appuyer sur la traduction du Shedian ou Liber Carminorum que le père de Lacharme a effectué en Chine et qui propose des identifications entre termes botaniques et plantes européennes. Biot appelle cependant, plus généralement, à une traduction, je cite, plus littérale que celle des missionnaires, qui ne sont souvent que des paraphrases. Fin de citation. Les tables de la chronologie chinoise établies par Gobill lui servent également de référence, même s'il peut les reprendre sur la base de nouveaux outils de travail. Enfin, les divers dictionnaires élaborés par les missionnaires sont bien entendu cruciaux pour lui. Il est par ailleurs au fait des travaux plus récemment réalisés en France et tout particulièrement autour de la chaire récemment créée au Collège de France. Il reprend les mêmes sujets, par exemple ceux d'Abel Rémusat, pour compléter, voire corriger les recherches de ce prédécesseur. Nous aurons l'occasion de l'évoquer dans un moment à propos de ses travaux sur les minéraux. S'il trouve dans ses publications savantes informations et analyses, Édouard Biot fait plus généralement feu de tout bois dans sa recherche de données sur la Chine. Et il s'agit là d'un trait caractéristique de son approche, dictée, comme beaucoup d'autres, par sa condition particulière de savant menant ses recherches de loin. Il tire par exemple parti d'informations qu'il trouve dans les instructions nautiques sur les mers de l'Inde et de la Chine de James Rosebourne. Il s'appuie aussi sur les récits de voyageurs. Pourtant, c'est beaucoup moins sur l'ensemble de ses écrits que ce n'est sur les documents chinois eux-mêmes qu'Édouard Biot insiste avec force lorsqu'il introduit ses recherches. Les collections de la Bibliothèque royale sont omniprésentes dans ses écrits, mais il a conscience de leur caractère lacunaire. Stanislas Julien lui prête des ouvrages de sa bibliothèque privée et il bénéficie du commerce avec les membres de la Société asiatique pour avoir accès également à nombre d'exemplaires de volumes de leur bibliothèque privée. Il laisse ainsi percevoir régulièrement les problèmes que la documentation chinoise pose à un érudit travaillant dans un contexte comme le sien. Au nombre des documents que Biot exploite, certains jouent un rôle crucial. Hansi l'a également mentionné, c'est la compilation, par exemple, du Wenxian-Tongkrao de Ma Duanling. Nombre de ces publications puisent leur documentation dans les différents chapitres de cette véritable bibliothèque. Pourtant,
Édouard Biot, s'il loue le travail documentaire réalisé par Madeline, travail dont il dit qu'il serait impossible à reproduire en Europe faute de disposer des ouvrages nécessaires, Édouard Biot expose franchement les difficultés qu'il éprouve à faire sens du texte. Dans ce contexte, il se montre régulièrement désireux de disposer de commentaires chinois dans lesquels il cherche de précieuses aides pour l'interprétation des documents originaux. La description précédente pourrait donner à croire que, pour Biot, la Chine est un univers de discours. Or, deux autres types d'éléments jouent un rôle important dans son approche, les cartes géographiques, qui lui sont essentielles pour visualiser l'espace, et lui-même en tracera de multiples. Enfin, la Chine est matérialisée à Paris par la présence d'objets qui en ont été envoyés. C'est le cas de la collection conservée à la galerie minéralogique du Jardin du Roi, et c'est là que nous revenons au Jardin du Roi, qui compte, je le cite, 80 échantillons de minéraux de Chine renfermés dans des bocaux ou boîtes avec des étiquettes portant leur nom chinois, etc. Fin de la citation. Tels sont les éléments dont dispose Biot, spécialiste de la Chine, opérant depuis Paris. Comment les met-il en œuvre? C'est la question vers laquelle je me tournerai à présent en étant le plus bref possible. Sa relation avec Julien est bien entendu essentielle, de même que le sont pour lui les discussions avec son père. Elles s'inscrivent toutefois dans un faisceau de relations de travail qu'Édouard Biot a établi et qui lui permettent de profiter d'échanges avec, en fait, de nombreux savants parisiens. Et ces relations, nous allons le voir, sont essentielles à ses recherches. J'en prendrai pour exemple précisément son travail sur les échantillons de minéraux qu'il trouve au Jardin du Roi et qu'il exploitera pour jeter quelques lumières sur la minéralogie de la Chine. Outre illustrer le réseau de relations sur lesquelles Biot s'appuie pour son travail, ce cas nous montrera le style des enquêtes par le biais desquelles il procède. Son mémoire débute par un rapide survol des écrits disponibles. Il y convoque l'ensemble des types de sources que j'ai évoqués. Martini, Duhalde, nous dit-il, ne fournissent que des renseignements épars. Les publications qui ont fait suite aux ambassades anglaises ne peuvent témoigner, je cite, que d'observations rapidement faites sur la route dont les savants ne pouvaient s'écarter. Biot se tourne ensuite vers les sources chinoises, en ce cas le Pensao Kangmu, qui traite les minéraux en 3 chapitres. Abel Rémusat s'est appuyé avant Biot sur la reproduction de la plupart de ses entrées dans une encyclopédie japonaise, laquelle y a adjoint figures et commentaires pour mettre en relation noms et minéraux connus. Les résultats des identifications par Abel Rémusat de minéraux figurent dans la table de l'encyclopédie japonaise qu'il a constituée et auquel Biot renvoie par le terme de catalogue. C'est un terme clé dans la manière dont Édouard Biot travaille. Cependant, juge Biot, si dans certains cas l'identification est aisée, la plupart du temps, les informations fournies par les sources chinoises et japonaises sont, je cite, trop vagues et trop incertaines. Fin de la citation. Les figures, poursuit-il, sont généralement, je cite, trop peu correctes pour pouvoir être d'un secours réel. Fin de la citation. Si Abel Rémusat a de ce fait commis quelques erreurs et incertitudes, Biot se propose de les rectifier à l'aide de 2 nouveaux types d'éléments. D'une part, Biot dispose des échantillons de minéraux étiquetés du Jardin du Roi. À l'aide de Monsieur de Jussieu, je cite, dont la famille s'est perpétuée dans l'administration du Jardin du Roi, nous retrouvons la famille de Jussieu, Biot peut pour sa part offrir une hypothèse sur l'histoire de cette collection. En particulier, il peut établir une relation entre les objets, les minéraux, un manuscrit également conservé au Jardin du Roi et qui paraît daté du début du XVIIIe siècle, et le Pensao par le biais de la table d'Abel Rémusat. Le manuscrit constitue, selon lui, un extrait traduit
du Pensao relatifs en particulier aux minéraux. Les noms, les étiquettes attachées aux minéraux se retrouvent dans le Pensao aussi bien que dans le manuscrit. Il peut donc, raisonnement, s'appuyer sur les objets sur le texte chinois pour procéder à l'identification des termes et des pierres. D'autre part, Biot a pu se faire aider par un spécialiste parisien de cristallographie, Alexandre Brongniart, qui, je cite, a consacré plusieurs séances de travail à identifier ces 80 échantillons avec les espèces connues. Fin de citation. Ainsi, nous voyons comment Biot travaille. Il met à profit, pour rectifier la table de Rémusat, les minéraux, les étiquettes, la table, le savoir de Brongniart, ainsi que l'ouvrage en 2 volumes que ce dernier a consacré aux minéraux. La coopération entre les spécialistes de cristaux et de chinois permet de progresser à distance dans l'étude de la minéralogie en Chine. Ce style d'enquête qui mène l'emploi raisonné de multiples sources chinoises ou autres, avec des connaissances contemporaines pour établir à distance un savoir sur la Chine, est typique d'Édouard Biot. On pourrait le montrer sur nombre de ses mémoires. Il mobilise des connaissances de géographie qui lui sont fournies par Élie Beaumont, géographe à Paris. Il mobilise les travaux de géographie sur l'ensemble du monde pour confronter les données qu'il a sur la Chine et pour tirer à distance des conclusions sur la Chine. L'analogie est ainsi une des ressources de raisonnement sur laquelle il s'appuie pour pouvoir progresser. On voit donc comment Édouard Biot travaille, et c'est dans ce contexte où se développe un premier intérêt pour l'histoire des sciences en Chine. C'est dans ce contexte où les savoirs chinois en matière de mathématiques et d'astronomie sont utilisés à titre d'ingrédients pour étudier la Chine à distance. C'est dans ce contexte que des représentations sur les savoirs en Chine se forment. Il m'est donc apparu impossible de répondre à la première question qui était la mienne, comment se forment des représentations sur les savoirs de la Chine, sans entrer, comme je l'ai fait, dans le style d'enquête, le style de travail, le type de recherche qu'a développé Édouard Biot et qui s'inscrit dans un contexte à Paris et au-delà dont il copie les modes d'enquête. Merci beaucoup.